Nous inaugurons ce soir un cycle de webinaires sur les élections municipales pour les préparer, nous enrichir des expériences des uns et des autres. Et donc, il y en aura d'autres au cours des prochains mois. Alors, deuxièmement, c'est un webinaire. Donc, vous connaissez sûrement les règles du jeu. Il n'y a pas de dialogue en direct avec les auditeurs, mais vous êtes autorisé et même invité à intervenir sur le chat auquel nous répondrons dans la deuxième partie de la réunion qui va se composer de premier exposé d'une vingtaine de minutes et d'un nombre égal de débats à partir de ce que vous aurez dit sur le webinaire. Alors, le pourquoi avons-nous demandé à Patrice Bonny de venir nous faire part de son expérience de adjoint au maire de Cernay-la-Ville, une ville de 1600 habitants en vallée de Chevreuse? Parce que son parcours est très intéressant pour nous, je dirais, au Pacte civique. Il a une carrière d'abord de chef d'entreprise. Il a travaillé chez Eiffage pendant une quarantaine d'années. Il a fait beaucoup de tunnels. Il m'a souvent parlé de la manière dont il recrutait les, les salariés pour construire les tunnels alors qu'ils n'étaient pas tellement formés. Donc, toujours beaucoup intéressé par ce qu'il nous racontait. Au moment de sa retraite, il s'est engagé dans un certain nombre d'associations. Il a présidé les Crépis, une association d'entreprises moyennes qui se battent pour l'insertion. Et puis, il a adhéré au Pacte civique. Et il a pris la chose très au sérieux, puisqu'il a regardé les engagements personnels sur les 4 valeurs que vous venez de voir, et il a dit, moi, je vais changer ça et ça, ce qui est vraiment l'esprit du Pacte civique. Ensuite, il a animé l'atelier emploi relations sociales. Et là, je dirais, il a été très créatif puisque nous avons fait un travail sur le virage numérique de Pôle emploi, chance ou risque. Et ensuite, nous nous sommes lancés sur la question de l'employeur habilité, c'est-à-dire le pendant de l'employabilité. On demande aux chômeurs d'être employables, mais les employeurs savent-ils bien employer, recruter, etc. Et donc, cette affaire poursuit sa route. Il y a une pièce de théâtre que vous avez peut-être vue, et il y aura un colloque au CNAM au mois de décembre. Voilà. Et puis, lors des dernières élections municipales, il a abandonné son travail au Pacte civique pour se présenter aux élections municipales dans une nouvelle liste. Et je pense que c'est intéressant de nous entendre dire quelle est son expérience, quels fruits il en retire, de manière générale, et puis peut-être en liaison avec, le schéma d'action du Pacte civique. Voilà, donc merci à lui d'être venu, et je lui passe immédiatement la parole. Vous devez voir à l'écran mon PowerPoint. Donc, je vais faire ça sous forme un retour d'expérience qui va être, qui comprendra 3 parties. Je vais dire un mot rapide. Je ne vais pas vous raconter ma vie parce que sinon ça va être un peu long, mais je vais quand même aller sur la genèse de l'engagement pour voir un peu d'où je suis parti pour aller vers cet engagement municipal. Ensuite, je ferai alors, pareil, c'est pas un bilan de mandat, mais un regard rapide pour balayer un peu le potentiel de changement qu'on peut mettre en œuvre sur un mandat de 6 ans. Et puis après, je reviendrai un peu sur les aspects qui sont l'objectif du webinaire, qu'en tirer avec des lunettes pacte civique, qu'en tirer comme leçon en termes de richesse et de faiblesse du niveau communal, un peu mon regard d'élu sur le fonctionnement administratif et politique de la France, et comment le pacte civique a nourri mon engagement municipal, je dirais, et réciproquement, comment mon engagement municipal a également nourri un peu ma perception du pacte civique. Voilà, alors, d'où je viens? Moi, j'ai 72 ans, donc je suis un enfant de mai 68. J'étais en troisième en 68, donc je n'ai pas vécu directement les événements de mai 68, mais je me suis beaucoup impliqué dans le post-mai 68, donc au PSU, à la GEC, enfin, on refaisait le monde, le Grand Soir, les discussions même avec les trotskistes, les maoïstes, enfin, toute la mouvance de mai 68. J'ai même eu quelqu'un qui est bien connu du pacte civique, Patrick Vivray, qui était à l'époque également au PSU et à la GEC et qui était, étant un peu plus âgé que moi, mon chef à l'époque. Il n'aime pas ça quand je lui rappelle, mais c'était quand même c'était cet esprit-là. Alors, notre engagement, il était vraiment du grand soir. On va changer le monde, on va changer la vie, enfin, toute cette mouvance-là.
Après, comme beaucoup de 68 ards, je suis revenu dans la vraie vie. J'ai fondé une famille, j'ai eu une vie professionnelle, et puis donc tout ça s'est mis un peu sous les témoins. Et j'ai eu un travail prenant, des déménagements en France, à l'étranger, 4 enfants, donc tout ça s'est mis un peu en sommeil. Alors par contre, la chance dans tout ça, c'est que j'ai fondé une famille assez jeune et donc à 50 ans, mes enfants étaient tous partis de la maison. Et donc j'ai retrouvé un peu de disponibilité, ce qui m'a donné envie quand même, mes convictions restaient quand même enfouies, mais elles étaient toujours là, de revenir à un engagement. Bon, qui avait un peu changé parce qu'à 50 ans, généralement, on est moins dans un esprit grand soir et on devient un peu plus réformiste ou réformateur. Et donc, j'ai repris un engagement, mais pour le coup assez fortement. C'était après un chantier qui avait été très dur et j'avais vraiment, psychologiquement, j'avais besoin de sortir de cette vie professionnelle qui devenait trop, à mon avis, beaucoup trop prégnante. Et donc, je me suis réengagé dans la vie associative, dans l'Église catholique. J'étais toujours pratiquant dans l'Église catholique. Au conseil pastoral, au PS. J'ai été un gros militant Roosevelt avec Pierre Larouturou, dont j'ai été un compagnon fidèle pendant toute l'aventure de Roosevelt. Je dirais en résumé que c'est un engagement qui était plus recentré sur la France et beaucoup moins le grand soir qui va tout changer, et avec une volonté aussi sans doute un peu naïve de penser que même si c'était des structures avec lesquelles j'étais pas en accord total, le PS on pouvait le faire changer et l'Église catholique on pouvait aussi la faire changer de l'intérieur. Après, est arrivé l'âge de la retraite et donc là, pour le coup, c'était une volonté de tirer la page de la vie professionnelle et de me réengager encore plus fortement dans la vie associative avec une dimension sociopolitique. Donc, ce qu'a rappelé Jean-Baptiste, la Fédération des crépis, c'est quand même c'était une grosse structure, hein. Il y avait, c'était des clubs régionaux, mais en tout, en cumulé, il y avait une cinquantaine de salariés, 15 clubs régionaux, beaucoup d'actions à mener en lien avec les partenaires publics et l'État. Et puis après, donc le pacte civique, comme l'a rappelé Jean-Baptiste. Alors, en 2020, effectivement, après en gros 5 ou 6 ans d'engagement fort, pratiquement à temps plein dans la vie associative au Crépi ou au Pacte civique, plus ce que j'avais gardé quand même de SNL et des engagements politiques un peu locaux, j'ai eu envie parce que l'opportunité s'est présentée, de revenir, de me replier progressivement vers un engagement plus local et avec aussi une envie de faire des choses encore un peu plus concrètes que ce que je pouvais faire en mode projet au Pacte civique. Et donc, en fait, c'est un concours de circonstances, parce que j'étais encore un peu impliqué localement aussi. J'ai créé un groupe SNL Solidarité Nouvelle pour le logement dans la vallée de Chevreuse. J'étais identifié comme militant socialiste, et puis après, j'ai rejoint En Marche à la création d'En Marche. J'ai les équipes municipales qui étaient très conservatrices, avec des maires qui étaient tous des retraités, avec comme seul projet politique on reste comme on est bien entre nous, surtout personne ne doit venir à l'extérieur, zéro logement sociaux, etc. Enfin bon, beaucoup d'entre-soi et habillés par du respect de la qualité de vie, etc. et tout. Donc j'avais toujours dit non et j'étais un peu le gentil opposant qui n'agresse pas les gens, mais qui exprime sa petite musique, mais sans être extrêmement impliqué. Et par contre, donc, pour les élections de 2020, un an avant, elle avait vraiment pris le devant. J'ai été abordé par quelqu'un du village que je connaissais, mais d'assez loin, une femme qui est professeure de fac et une cinquantaine d'années, et qui voulait constituer une équipe autour d'elle pour vraiment, avec un vrai projet de, de- pour le village, qui n'était pas du tout l'entre-soi et qui au contraire faisait le diagnostic que le village allait à sa perte si on ne le rajeunissait pas et si on ne le redynamisait pas, et qui voulait construire une liste autour d'un projet qu'elle avait elle-même désigné durable et solidaire, et qu'elle voulait partager avec une équipe avec laquelle elle partage ses idées. Et donc, du coup, j'y ai vu effectivement une opportunité parce que ce qu'elle proposait, ça me paraissait très proche du pacte civique, hein, les 4 valeurs que vous avez pu voir dans la présentation, c'est durable et solidaire. Je trouve que ça les résume bien. Et donc, j'ai dit oui et on est parti ensemble.
le regard sur les 6 ans de mandat, ben, c'est qu'en fait, quand il y a une vraie volonté politique d'une vraie équipe au niveau municipal, j'ai été sidéré du potentiel de changement qu'on pouvait mettre en œuvre au niveau municipal. On souhaitait donc rajeunir le village, créer une vraie mixité générationnelle, sociale, dans le village qui n'existait pas. C'était 80% de grandes maisons avec une population vieillissante, socialement très, très homogène dans les gens aisés. Et donc, on a vraiment voulu booster ça. Et en 6 ans, on aura réalisé 40 logements nouveaux sur le mandat, uniquement par de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on a suscité des opérations, on a encouragé les gens qui voulaient diviser les terrains pour faire des maisons plus petites. On a fait venir un bailleur social, ce qui a été la croix et la bannière, pour faire des logements sociaux. Et donc, sur les 40 logements, on aura fait un tiers de logements sociaux et un tiers de logements intermédiaires. Les mandats précédents, c'était 5 à 8 logements par mandat et avec 0 logements sociaux dans les 20 années précédentes. Donc, un vrai potentiel de changement avec les mêmes règlements, le même cadre. La mobilité, ben, on veut aussi que les gens puissent venir et se déplacer autrement qu'avec la voiture. Ben, on a transformé des rues en zone 20. Il y avait eu des tentatives de rues piétonnes qui avaient avorté. On a réussi à les faire avec beaucoup de concertation, mais on a réussi à les faire. On a créé des pistes cyclables pour nous relier à Rambouillet et à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, les endroits où il y a des gares. On a accompagné, c'est pas nous qui l'avons fait, mais le transport à la demande, on s'est vraiment battu pour être sur les deux réseaux, celui de Rambouillet et celui de Saint-Rémy-lès-Chevreuse. On s'est également battu pour être tête de ligne d'une ligne de covoiturage qui est en mode expérimental là, depuis quelques mois dans la vallée de Chevreuse. Sur l'eau, on a complètement revu notre positionnement sur la gestion de l'eau, ce que les syndicats ont beaucoup de mal à faire, c'est-à-dire d'encourager la sobriété, alors que en fait, les rentrées financières sont liées au volume consommé et que donc ils ont du mal à encourager les gens à moins consommer. Ben, on a quand même insisté pour mettre ça en place. Des schémas directeurs d'assainissement qui étaient complètement poussiéreux, obsolètes et avec du laisser-aller. On a beaucoup travaillé, on a été inondé 2 fois en octobre dernier, et on a énormément travaillé sur la maîtrise du ruissellement et une maîtrise responsable en travaillant énormément avec les agriculteurs de la commune. On a 5 grosses fermes sur la commune et des gens qui gagnent vraiment à être connus et avec qui je travaille vraiment très très bien et qui ont accepté de construire avec nous des projets pour sauvegarder le village des inondations. On a beaucoup travaillé sur la rénovation énergétique, les plans d'action sur les bâtiments communaux et l'accompagnement des particuliers, en particulier les copropriétés, accompagner le mouvement et lancer des vrais plans qui concernent une grande partie des maisons. Et puis beaucoup de travail aussi sur la démocratie, ça faisait partie de nos promesses de campagne. Beaucoup de groupes de travail, de co-construction. Ça prend énormément plus de temps que de présenter des projets tout ficelés. Il faut accepter de se remettre en cause. Moi, je suis arrivé dans des réunions avec des projets que j'avais présentés à partir de groupes de travail précédents et je suis reparti en modifiant complètement le projet. Le sens unique que j'avais proposé, il ne plaisait pas, c'était l'autre sens qui était demandé. Ben, j'ai remis mon projet dans ma poche et j'en ai refait un autre conforme à ce que demandaient les habitants, mais en gardant quand même la faisabilité technique dont j'étais un peu le garant. Voilà, donc voilà en gros ce qui m'a poussé à être adjoint au maire et à rejoindre cette équipe municipale. Et puis le bilan que j'en fais, je vais arrêter parce que 6 ans, j'y ai été à fond avec la maire, on a vraiment beaucoup bossé et je veux lever le pied et puis je ne tiendrai pas 6 ans de plus comme ça. Donc, et puis c'est le moment je pense qu'au bout d'un moment, on a apporté tout ce qu'on pouvait apporter et je vais bien accompagner la personne qui va me succéder pour que les choses continuent à se mettre en place comme on l'a toujours souhaité. Alors, quand je regarde un peu les richesses et les faiblesses du niveau communal, dans les richesses, vraiment, il y a le pouvoir d'agir au contact des habitants, un vrai pouvoir d'agir. C'est-à-dire que ce que j'ai fait au pacte civique sur l'employabilité avec Jean-Baptiste, je pense que c'est déjà, on a fait bouger des lignes, on a fait passer des messages qui étaient pas très présents et dont on voit de plus en plus, je pense, l'utilité. Mais on a du mal à mesurer quand même l'efficacité de ce qu'on fait et à être vraiment sûr de conduire à un vrai changement des choses. Au niveau municipal, les logements sociaux, ils existent et ils n'existaient pas avant. Et si on n'avait pas été là, ils n'auraient pas existé. Donc,
Il y a un pouvoir de changement et d'arriver à faire passer le changement, de convaincre les gens. Il y a un vrai travail démocratique et de construction des compromis, hein. C'est assez tendance, mais c'est pas facile à faire les compromis, mais c'est peut-être plus facile à faire au niveau d'une commune qu'au niveau d'une nation. Donc, ça rejoint ce que je viens de dire, la bonne échelle territoriale. Moi, j'ai beaucoup représenté le pacte civique dans le projet de territoire zéro chômeur de longue durée. Une des caractéristiques de ce projet territoire zéro chômeur, c'est de s'adresser à des territoires de taille raisonnable, c'est-à-dire en gros 5000 habitants. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut transposer dans pas mal de domaines pour faire vraiment de la co-construction et de l'efficacité territoriale. Il ne faut pas que ça soit trop grand. Je pense que jusqu'à 5000, on peut arriver à faire de la co-construction, les gens se connaissent, les problématiques sont quand même relativement identifiées et tout, et c'est assez facile à travailler. Au-delà, je pense que c'est plus problématique. Donc je pense que l'échelon communal est quand même est un échelon intéressant. Il y a une vision généraliste accessible, c'est-à-dire que, j'en dis un mot plus loin, la France est quand même la championne du monde des strates administratives, depuis l'État, la région, le département, les agglos, les syndicats en tout genre et tout, et chacun, bien sûr, réclame son petit morceau de compétences. Et le seul endroit où toutes ces compétences se retrouvent, c'est finalement, bah, c'est sur le terrain, et sur le terrain, c'est où? Bah, c'est au niveau communal. Donc moi, je vois bien sur un certain nombre de projets, il n'y a que nous qui avons une vision généraliste d'un sujet comme l'eau, par exemple. Chacun a son petit morceau de compétences et il n'y a que nous qui sommes capables de les assembler et d'en faire un projet qui soit à peu près cohérent. Et dans les richesses aussi, j'ai rangé la bonne école de démocratie parce que c'est le débat avec les habitants, le compromis, bah, c'est là où on apprend que c'est pas si facile que ça. Il y a des sorties de réunion quand même des fois où on est un peu abattu. Il faut accepter de se laisser remettre en question. Il ne faut pas arriver avec son projet et attendre des applaudissements parce que et faire approuver son projet, comme c'était souvent le cas dans les réunions publiques. C'était on arrive avec un beau PowerPoint, on présente le projet, on est prêt à changer la couleur du pot de fleurs, mais ça ne va pas plus loin, quoi. Donc, ça s'apprend, mais quand ça marche, c'est riche. Alors, les faiblesses, c'est arriver à identifier et travailler toutes les strates de compétences. Moi, au bout de 6 ans, je crois que je maîtrise à peu près au niveau de ma commune, mais les premières années, c'était pour arriver sur la goutte d'eau, elle change 3 ou 4 fois de compétence entre le moment où elle tombe du ciel et le moment où elle arrive dans la mer. Donc, il faut la suivre au fur et à mesure et savoir qui s'en occupe. Un formalisme administratif. Moi, j'ai travaillé 40 ans dans le privé, comme le rappelait Jean-Baptiste. Les règles du jeu pour consulter des entreprises, enfin, il y a une rigueur administrative qui fait que, enfin, on est incapable de lancer quoi que ce soit sans 2 ou 3 mois de respect de procédure, de délai, de validation, etc. et tout. Après, dans les faiblesses aussi, dont il faut être conscient, c'est que pour que le travail municipal il puisse être riche, porteur et tout, il faut vraiment travailler en équipe et travailler en équipe sur 6 ans. Et travailler en équipe sur 6 ans, c'est une vraie contrainte. Il faut en être conscient quand on se lance. Nous, on était 19, on a eu 14 élus. Ben, c'est comme au rugby, hein. Le rugby, c'est plus du rugby à 15, c'est du rugby à 22. Il faut prévoir les remplaçants. Et il faut que maintenant on parte avec les remplaçants parce que forcément, il y en a qui vont déménager, il y en a qui vont s'essouffler, il y en a qui auront des contraintes personnelles et tout. Et il faut apprendre à travailler en équipe. C'est pas toujours facile parce que bah, l'être humain étant ce qu'il est, il y a toujours quand même des choses. Faut prendre le temps de rester, de veiller. Et ça, c'est vraiment le rôle de la mère. Et ça, elle l'a fait très bien. De veiller à la cohérence de son équipe et à maintenir le dynamisme sur la durée. 6 ans, c'est quand même assez long, 6 ans. Alors, avec mon regard d'élu sur le fonctionnement de l'organisation administrative et politique du pays, bon, j'en ai dit un mot, il y a beaucoup de parties prenantes et j'ai mis trop avec un point d'interrogation, mais je serais assez enclin de supprimer le point d'interrogation. Donc, il y a beaucoup de gens qui s'occupent de tout et c'est très compliqué d'arriver à harmoniser tout ça, à rendre cohérente. Les injonctions contradictoires, ne serait-ce que de l'État lui-même, c'est entre les parties environnementales, par exemple la loi ZAN et la loi SRU, c'est truffé de contradictions qu'il faut arriver à lever et équilibrer. Et on se fait engueuler par 2 administrations qui dépendent toutes les deux de l'État. Enfin, c'est insupportable.
On a également, moi ce que j'ai pas toujours très bien vécu, c'est on a énormément de surveillants, de juges, de donneurs de leçons, et ce que j'ai appelé les organisateurs de colloques. Alors je prends deux exemples. Sur l'urbanisme. Non, nous, j'ai rien contre les colloques et j'ai participé, mais il faut savoir à quoi servent les colloques. Sur l'urbanisme, sur les logements sociaux. L'État, le préfet, passait son temps à faire des colloques pour essayer de nous convaincre de faire des logements sociaux. Nous, on s'est fait élire en disant qu'on allait faire des logements sociaux alors qu'il n'y en avait pas. Donc ça ne servait à rien de faire des colloques pour nous dire, nous convaincre de faire des logements sociaux. Par contre, le jour où on a voulu en faire, aucun bailleur social voulait venir. Il y avait des règlements d'urbanisme qui venaient nous mettre des bâtons dans les roues. Il y avait des conditions de subvention pour rééquilibrer les parties foncières, le travail. Heureusement, il y avait un établissement public qui nous a bien aidés et tout. Enfin bon, ce qu'on aurait voulu, c'est un peu moins de colloques pour nous convaincre de choses sur lesquelles on est déjà convaincu, mais plus d'accompagnement et de déverrouillage des portes. On a dû changer de bailleur social parce que les règlements avaient changé entre-temps et celui qui y avait a jeté l'éponge. Enfin bon, on a beaucoup souffert dans la mise en œuvre et j'ai regretté qu'ils ne nous aident pas plus. Sur les inondations, c'était pareil. Le soir des inondations, le préfet, le sous-préfet, tout le monde est passé en nous disant qu'on allait voir ce qu'on allait voir après, qu'ils allaient nous aider et tout. Bon, moi, j'ai pris le truc en main avec la mer. Au lendemain des inondations, je suis allé voir les habitants sinistrés, je suis allé voir les agriculteurs. On a fait nous-mêmes nos plans et tout. Pendant ce temps-là, eux, ils organisaient des colloques sur les inondations, ils mettaient en place des bureaux d'études pour mettre en place des procédures pour bâtir des projets et tout. Bon, nous, on a tout fait en direct sans leur colloque et tout. Enfin, j'y ai été parce que je suis poli et je vais aux invitations. Mais on était en avance à chaque fois d'au moins 6 mois sur toutes les étapes qu'ils proposaient. Et on a fait des travaux cet été avec des zones d'expansion de crues, avec des fossés à redans. Des aménagements qui vont sécuriser le village et qu'on a réussi à faire en se battant pour obtenir quand même les subventions qu'ils ont promis à tout le monde pour l'année prochaine. Et nous, on a dit, bon, on est prêt cette année, si on n'a pas de subvention, on le fera quand même sans les subventions. Enfin, vous voyez, ce genre de choses, c'est... On se trouve probablement que, et la DDT, par exemple, m'avait fait, sur mes projets de travaux, m'avait fait des pages et des pages de remarques mais non constructives, uniquement des choses qui permettaient de dire qu'ils n'allaient pas nous donner de subventions. Par contre, pour finir sur une note positive, l'étage intercommunalité, moi que je ne connaissais pas, je l'ai trouvé vraiment prometteur. C'est-à-dire que sur les 36 communes de tailles différentes, on est, pour vous dire, avec 1600 habitants, on est la 8e plus grosse commune de Rambouillet-Territoire qui en compte 36. Donc c'est quand même une mosaïque de petites communes. Mais j'ai trouvé que la qualité du travail qu'on arrivait à faire ensemble, parce on se connaît quand même, 36 c'est beaucoup, mais au bout d'un moment, sur les sujets, tout le monde se connaît. Il y a un président d'Interco qui est quelqu'un qui pilote bien son affaire et tout. Et j'ai trouvé que tout ce qui avait été fait au niveau de l'agglo était quand même riche, aider les communes tout en leur laissant pas mal de liberté. Enfin, c'est un étage que j'ai trouvé qui est très politique, qui résonne avec vraiment un raisonnement politique et pas administratif comme on retrouve souvent avec les services de l'État. Juste donc pour terminer sur comment le pacte civique a nourri mon engagement d'élu, je pense déjà dans le programme de la maire, durable et solidaire, je trouve qu'on retrouve quand même beaucoup des 4 valeurs du pacte civique et c'était vraiment pas compliqué de faire le lien entre les deux et d'en faire un terrain de jeu de la mise en œuvre des valeurs du pacte civique. Au niveau, j'ai un peu fréquenté aussi les travaux de l'Observatoire citoyen de la qualité démocratique, le CQD, du pacte civique. Et je trouve que le fonctionnement démocratique, l'échelon municipal est vraiment une bonne école du fonctionnement démocratique. Et sur le terrain, la relation directement avec les électeurs, on les connaît. Hein. C'est assez différent d'une élection nationale où le président de la République, il ne connaît pas tout le monde. Sur une commune, comme disait, je pense, à un moment, c'était le romancier là, qui avait fait Les Zèbres. Alexandre Jardin. Et il disait, il vantait l'échelon municipal parce qu'il disait que c'était l'élu qui était à portée de baffe.
Alors effectivement, c'est l'élu municipal, il est à portée de baffe. On prend pas vraiment, et il faut faire en sorte de ne pas prendre de baffe, et donc ça pousse à la discussion, à la négociation. Euh, et ce que je retiendrai surtout vis-à-vis du pacte civique, c'est que moi, ce qui m'a fait, j'ai rejoint le pacte civique parce que le Crépi que je présidais avait été signataire du pacte civique. C'est comme ça que je l'ai connu. Mais après, je m'y suis investi à titre personnel parce que j'ai trouvé que ce qui m'a séduit dans le pacte civique, c'est la méthode de changement. C'est-à-dire cette mise en cohérence de ces idées et de ces valeurs en se disant qu'il faut les mettre en œuvre à tous les niveaux, aux trois niveaux principaux, sa vie personnelle. Donc, comme le rappelait Jean-Baptiste, j'ai essayé de faire un peu de ménage dans ma vie personnelle à la lumière des valeurs du pacte civique. Sur le plan politique aussi, ça m'a remis en question sur la- ma manière de vivre mon engagement politique. Et cet étage intermédiaire, alors j'ai fait ce que j'ai pu sur le plan professionnel, j'ai pu faire des expériences et des mises en œuvre intéressantes où j'arrivais à relier un peu mes valeurs et ma vie professionnelle. Mais bon, je suis parti à la retraite, donc cet étage intermédiaire-là, il avait disparu au niveau professionnel et j'ai trouvé que le niveau municipal était également un niveau très riche, alors qu'on soit à la retraite ou qu'on ne soit pas à la retraite. Mais c'est vraiment un très beau terrain de jeu d'engagement du niveau intermédiaire entre la vie personnelle et l'engagement politique national que chacun de nous est appelé à avoir. Voilà un peu ce que j'ai retiré de cet engagement municipal. Petite demande de précision sur ta commune et sur la liste. On te demande par exemple, est-ce qu'il s'agit d'une liste politique ou intérêt général? Alors, on s'est nous-mêmes posé la question. Alors, j'étais le seul encarté de la liste. Tous les autres n'étaient pas militants dans des partis. Par contre, on s'est souvent posé la question de qu'est-ce qui était notre fonds commun. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup insisté sur cette liste de volonté de créer un village durable et solidaire. C'est ça qui nous rassemblait. C'est-à-dire que je pense qu'on ne vote pas tous de la même manière sur le plan national, mais on se retrouvait sur des valeurs humanistes et sur la volonté de mixité sociale, par exemple, des gens qui auraient été hostiles aux logements sociaux, on n'aurait pas pu travailler avec eux sur la liste. Et également en termes de développement durable, il y avait quand même une forte sensibilité écologiste dans la plupart des gens de la liste. Et donc ça aussi, c'était des choses sur lesquelles on pensait qu'il fallait qu'on fasse consensus. Et le contexte, donc la maire était une conseillère municipale sortante. Le maire précédent avait fait 3 mandats et il ne souhaitait pas se représenter. Et on avait contre nous 2 listes, dont une qui était tenue avec comme tête de liste l'ancienne première adjointe, qui au départ ne voulait pas se représenter, mais qui a changé d'avis quand elle a su que nous, on était en train de construire une liste. Je pense que ce qui l'a fait changer d'avis, c'est le fait que ce soit une femme qui soit tête de liste et que ce soit pas elle. Donc ça, il y avait un petit problème d'ego. Et je pense que ma présence dans la liste également l'énervait pas mal parce qu'elle connaît, elle était, je pense qu'elle était assez proche de l'extrême droite sur le plan politique. Et bon, elle connaissait mes opinions et le fait que la mère Claire Chéret ait fait appel à moi devait l'énerver pas mal. D'ailleurs, quand Claire Chéret est venue me chercher, je lui ai demandé si elle était sûre de ce qu'elle faisait parce que je lui ai dit, je ne suis pas sûr que mon engagement au PS, par exemple, soit. Le PS, il fait 15% dans le village. Donc, le fait de me prendre sur sa liste, ce n'était pas forcément un truc très porteur pour elle. Mais elle m'a dit, je sais ce que je fais et si je te demande de rejoindre l'équipe, c'est que je pense que tu représentes une composante que je veux intégrer dans mon projet. Alors, on te demande aussi combien il y avait de conseillers municipaux dans cette commune, combien il y avait d'habitants et quel profil. Alors, donc, on est une commune qui a été jusqu'à 1800 habitants, qui est en train de redescendre. D'ailleurs, c'est un de nos combats, c'est qu'on veut rajeunir et redynamiser le village. Donc, dans ces communes, cette taille de commune-là, il y a 19 conseillers municipaux. Et donc, on a été élu au premier tour face à 2 listes. Et donc, avec le scrutin très majoritaire des municipales, on avait 14 élus et les 2 listes d'opposition avaient chacune 2 élus.
Bon, autant dire qu'évidemment, avec 14 élus, c'est nous qui avons la main sur le conseil municipal. Ce qu'on apprend aussi d'ailleurs dans la vie municipale, c'est que, il y a quand même énormément de sujets qui sont techniques, qui sont du bon sens, qui sont du quotidien. Et je dirais que sur un conseil, la plupart des conseils municipaux, tous les votes se font à l'unanimité. Parce que quand il faut rénover une partie de l'école, personne ne va voter contre, quoi. Donc, et sur les orientations, il y a quelques différences au niveau du vote du budget ou de quelques mesures sociales et tout. Il peut y avoir quelques débats, mais les compromis se font quand même plus facilement quand on a le sujet sous les yeux. Et au niveau des profils? Et au niveau des profils, alors, au niveau générationnel, ça c'était bien. J'étais le deuxième plus âgé, donc c'était une liste qui était assez ouverte de 20 ans à 70 ans. Sociologiquement, c'était assez proche du village, hein. C'était un village où il y a 80% de grosses maisons chères et donc habitées par des habitants qui ont un niveau de vie relativement élevé. Et donc, c'était assez homogène aussi de ce point de vue-là. Et il y a des nouveaux habitants, on va essayer de les intéresser au fur et à mesure à la vie municipale, mais pour le moment, c'est pas les plus représentés dans la vie locale. Avez-vous augmenté les impôts pour ouvrir des services non obligatoires aux résidents? Alors, on a augmenté les impôts, la taxe foncière, parce qu'il n'y a plus, il y a plus que ça sur laquelle on a vraiment la main. Parce que, bon, déjà, bon, même si je trouve que enfin, les pleurnicheries récurrentes au niveau local sont des fois un peu énervantes et un peu disproportionnées, c'est vrai que les dotations de l'État sont quand même pas, sont pas à la hausse. Et donc, ne serait-ce que pour maintenir le fonctionnement d'une commune, il faut avoir quand même des finances qui le permettent. Et donc, on a augmenté les impôts parce que, également un peu en réaction avec les équipes municipales précédentes qui ne faisaient pas grand-chose et dont le principal argument était de dire qu'à Cernay, on payait moins d'impôts que tous nos voisins. Et vu la sociologie du village, il y a 85% ou 90% de propriétaires à Cernay et de grandes maisons. On ne voyait pas bien au nom de quoi c'était glorieux de dire que les gens qui avaient des grandes maisons qui valaient cher et tout ne payaient pas beaucoup d'impôts à Cernay. Donc, en gros, on a compensé la disparition de la taxe d'habitation en augmentant la taxe foncière. On n'est pas les seuls à avoir fait ça en France. On te demande quel est ton regard sur la démocratie locale au niveau d'une grande agglomération qui fédère environ 20 communes, dont une grande ville. Oui, alors c'est toujours beaucoup plus compliqué. Parce que pour motiver les gens, euh, nous on l'a bien vu, dès qu'on est sur un sujet très local, et je dirais même, si on fait un débat sur l'avenir de Cernay et en invitant tous les Cernésiens, on va faire 40, 50 personnes à tout casser. Les sujets généraux mobilisent un pourcentage faible. Quand on fait un débat sur on va repenser un quartier ou travailler sur des protections d'inondation sur des secteurs qui ont été inondés, là, on fait 80% des gens parce que on va débattre d'un sujet sur lequel les gens sont directement connectés. Et j'ai vu de la concertation bien faite sur le SDRIF, le schéma directeur, donc le positionnement de l'intercommunalité sur le SDRIF. L'aglo a fait des débats qui étaient décentralisés pour que chacun puisse venir et tout. Donc, ils avaient fait 5 ou 6 débats à chaque fois pour proposer à une partie des 36 communes. Bon, j'en ai accompagné 2 ou 3 parce que c'était des thématiques sur lesquelles j'avais travaillé. On faisait pareil, on faisait 40 ou 50 personnes. Il n'est pas plus de monde. Je dirais que plus on s'éloigne du sujet traité, plus c'est difficile de mobiliser les gens. Alors, tu en as déjà parlé, mais on te demande une précision à ce sujet à propos de l'opposition, comment elle était respectée. Alors l'opposition, on avait fait une charte du fonctionnement démocratique de la commune qu'on s'est efforcé de bien respecter. Bon, ils avaient des accès à une place réservée dans la revue municipale, des
dans les commissions municipales, moi j'ai tenu en particulier sur les questions d'urbanisme, tout ce qui est lié à l'urbanisme, au PLU, aux logements sociaux et tout. J'ai tenu à ce qu'il y ait dans le comité urbanisme des représentants des deux listes d'opposition. Parce que c'est là, c'était un peu le labo sur lequel on travaille. Et je leur disais, je ne vous demande pas de venir pour dire que vous êtes d'accord avec tout ce que tout ce qu'on va proposer. Mais justement, c'est là où il faut que vous veniez travailler avec nous pour que on puisse ensemble ensuite présenter au conseil municipal quelque chose qui plaise. Et ça a relativement bien fonctionné. Après, c'est des questions de personnes. Au début, c'était un peu crispé. Il y avait, parce que celle qui avait été première adjointe, et pour des questions un peu de rancœur personnelle, avait une position qui était difficile. Ça fonctionnait beaucoup mieux avec les trois autres. Et petit à petit, euh, on lui a laissé un poste dans un syndicat dans lequel elle avait été très impliquée. Je me suis mis suppléant pour lui laisser la place de titulaire dans le syndicat d'assainissement, d'eau potable dont elle avait été présidente dans le mandat précédent, pour qu'elle puisse encore y participer. Et donc petit à petit, quand on tend des perches et qu'on va vers les gens, on arrive à travailler. Alors, tu en as pu en parler également. On te demande si la maire a été facilement réélue. Alors, la maire n'est pas encore facilement réélue parce que c'était son premier mandat. Elle va se représenter aux prochaines élections. Je pense qu'il y aura une liste d'opposition qui sera emmenée par une des conseillères qui est actuellement dans l'opposition. Je pense qu'elle sera réélue sans trop de difficulté. Elle va repartir en gros avec un peu plus de la moitié des conseillers sortants et en renouvelant avec des gens qu'on a découvert un peu pendant le mandat. En particulier, j'espère qu'il va donner son accord définitif, un des jeunes agriculteurs installés sur la commune. Parce que ça, c'est un petit regret qu'on a, c'est qu'on était un peu prétentieux, c'est-à-dire qu'on voulait accompagner nos agriculteurs dans la transition écologique, ça faisait partie de notre programme. Et quand on est allé voir nos agriculteurs, qu'on ne connaissait pas objectivement avant d'être élus, on s'est aperçu que c'était plutôt eux qui pouvaient nous accompagner dans la transition écologique, parce que sur les 5, il y en avait déjà 4 qui étaient en bio, et que donc on ne voyait pas bien ce qu'on allait leur apprendre. Par contre, ils nous ont appris beaucoup de choses, et comme on a bien fonctionné ensemble, quand les inondations sont venues, là cet été, ils sont venus travailler avec l'entreprise, avec moi et tout, pour faire des travaux. Ils ont été extrêmement coopératifs. Alors, une question personnelle. Si tu devais recommencer une expérience politique, est-ce que tu irais à l'agglo? Alors, je pense que oui. Et d'ailleurs, la maire, actuellement, c'est un peu son regret. C'est-à-dire que, bon, j'ai fait une présentation peut-être un peu idyllique de l'agglo, mais c'est comme partout, hein. Il y a des places fortes. Et chaque maire d'une commune un peu significative veut sa vice-présidence parce qu'il faut qu'il représente, qu'il se montre, etc. Et tout. Puis il y a quelques enjeux aussi après d'existence politique, voire financière. C'est-à-dire que la maire, par exemple, de la commune, elle est prof de fac. Pour pouvoir, et ça lui prend largement un mi-temps le fait d'être maire. Donc elle a gardé son activité purement enseignante. Par contre, elle a abandonné tout ce qu'elle faisait à côté comme directrice d'un département, etc. Enfin, tout ce qui était administratif et qui contribuait à sa rémunération. Et donc l'indemnité qu'elle touche de 2000 euros, ça vient juste un peu compenser ça. Mais un maire d'une commune de plus de 5000 habitants, il faut qu'il soit à temps plein. Et il va toucher 3000 ou 3500 euros d'indemnité. Si moi j'ai des copains qui étaient cadres dans le privé, qui touchaient le double, faut accepter de voir son salaire, son niveau de vie divisé par deux quand on devient maire. Et donc le seul moyen de compenser un peu ça, c'est d'avoir des présidences ou des vice-présidences dans l'agglo, dans les syndicats, dans le parc naturel, etc. Et tout. Donc on retrouve un peu tout le temps les mêmes dans ce genre de poste. Et elle veut y aller, non pas pour toucher le petit bout d'indemnité en plus, c'est parce qu'elle trouve que justement, il y a des gens qui n'y vont que pour ça et que ça ronronne des fois un peu. Et que l'échelon porteur, quand on veut vraiment défendre son territoire, c'est quand même d'être vraiment d'être présent à l'agglo. Alors, nous avons une question qui est assez simple à poser, mais qui va être un peu plus complexe, je pense, à répondre. Selon toi, quels sont les niveaux administratifs à supprimer? Alors, après, il y a ceux qu'on peut pas. Bon, il y a à travailler sur les communes, hein, parce que quand on pense quand même que sur une interco de Rambouillet Territoire, il y a 80 000 habitants. Il y a Rambouillet qui fait 20-25 000 habitants.
et Cernay-la-Ville, donc qui fait 1600 habitants, est la huitième plus grosse commune des 36. Donc ça veut dire qu'il y en a énormément qui sont encore plus petites. Je crois qu'il y en a 10 qui ont plus de 1000 habitants. Donc il y a 26 communes de moins de 1000 habitants dans l'Interco. Des communes de 300 ou 400 habitants, au niveau capacité à faire des choses, ça devient un peu limite, quoi. Donc je pense qu'il y a quand même un peu il faut repenser un peu les choses déjà à ce niveau-là. Après, l'interco, je pense que c'est un niveau qu'il faut conserver, qui est bien, qui est politique, qui est proche du terrain, etc. Et tout. Bon, l'État, c'est l'État, on ne va pas supprimer l'État. Les régions, il y a eu beaucoup de discussions et tout, mais les régions, je pense que c'est, même au niveau européen, c'est quelque chose qui a du sens. Donc, bah, vous voyez, j'arrive à ce qui reste au milieu. Je m'interroge quand même assez régulièrement sur à quoi sert le département, quoi. Il faut qu'il y ait à un niveau, parce que dans le département des Yvelines, par exemple, il doit y avoir, je pense, 7 ou 8 intercos, quoi. Donc, à quoi sert cet étage au-dessus? Euh, Moi, je pense que enfin, s'il y en avait un à supprimer, je pense que ce serait le département. D'accord. Alors, nous avons une personne qui t'a connu lorsque tu présidais le CREPI. Donc, elle a quelques questions pour toi. En tant qu'élu, que fait-on des associations? Sont-elles partie prenante des débats dans les groupes de travail? Et comment on garantit leur indépendance? Oui, alors, bon, d'abord, tous les élus, là, on s'est retrouvés, on s'est connus dans les associations du village. Donc, on fait tous partie d'associations. Donc, effectivement, bien sûr, on travaille avec les associations. Et moi, j'y crois beaucoup. En particulier, pour prendre l'exemple de mon domaine sur les travaux et l'urbanisme, sur l'urbanisme, bah, tout ce qu'on est en train de préparer pour modifier le PLU, pour créer de la mixité sociale, faire un écoquartier, etc. et tout. On l'a travaillé déjà en comité avec les élus d'opposition, parce qu'il faut déjà arriver à bâtir un projet qui fasse consensus pour l'ensemble des élus. Et après, j'ai invité dans une réunion ouverte les trois associations du village qui travaillaient sur le. Il y avait une association de sauvegarde de la vallée de Chevreuse, de Cernay et de ses environs. Il y avait une association qui s'était créée à l'époque contre la loi SRU, donc qui était hostile aux logements sociaux. Alors, comme tous les gens hostiles aux logements sociaux, c'était pas ils étaient hostiles aux logements sociaux à l'endroit où les gens voulaient en faire. Ils disaient qu'il fallait les faire ailleurs, quoi. En gros, que ça servait à rien d'en faire à Cernay. Enfin, donc, je les ai invités et ils sont venus travailler et ils ont fini par accepter le projet qu'on leur a proposé. Et puis une troisième association qui était plus sur la qualité de vie dans Cernay. Enfin, donc, on les a associés. On travaille beaucoup sur le projet. Par exemple, on a un projet de réaménagement du stade. On travaille avec toutes les associations sportives. On a créé des événements, un marché de Noël, par exemple, qui est actuellement un des plus dynamiques de la région. C'est pareil, il a été entièrement construit avec les associations pour que ce soit une vitrine de l'ensemble des associations. Donc, les corps intermédiaires, c'est transposable dans d'autres domaines. Enfin, c'est aussi un échelon vraiment indispensable. Et il ne faut pas arriver uniquement en leur disant, bah, voilà ce que vous devez faire et tout. Enfin, faut construire avec eux. Alors, nous allons prendre une dernière question, puis nous allons conclure ce webinaire. Donc, c'est d'abord une petite remarque. L'échelon local est celui qui permet de développer la fraternité républicaine. Et on te demande, est-ce que tu as perçu cela? Le département est le plus proche, est plus proche des municipalités que la région. Et donc, est-ce que c'est judicieux de supprimer cette strate? Alors, sur la première partie, oui, oui, bien sûr que enfin, c'est aussi une belle école de fraternité. C'est-à-dire que on est proche des gens moi, je passe beaucoup de temps. Enfin, je pense une des raisons d'être de l'élu local, municipal, c'est d'être l'échelon de médiation entre le citoyen lambda qui a un sujet d'emploi, un sujet de mobilité, un sujet de projet de construction ou d'aménagement de sa maison et tout, et tout ce qu'il y a au-dessus qui est incompréhensible pour le commun des habitants. Et donc, c'est notre fonction
nous qui avons à peu près décrypté comment les choses fonctionnent, d'accompagner les gens dans leurs difficultés et de faire le lien avec tout ce qu'il y a au-dessus. Et quelque part, ça crée une proximité entre l'élu et les habitants qui est, enfin, moi, maintenant, quand je traverse le village, ça me prend 3 fois plus de temps qu'avant parce que je connais pratiquement tout le monde, que les gens, enfin, on se connaît, on s'apprécie, et puis du coup, même la gestion des projets suivants et tout devient plus facile parce qu'il y a une relation de confiance qui s'est instaurée. Donc, je pense que quelque part, il y a une notion de fraternité derrière et de proximité qui est importante. Et ouais, le département, c'est sûr qu'il est plus près que de la région, mais euh, directement de l'État supprimer la région, ça me paraît compliqué parce que je vois pas l'État discuter avec, il va passer en force avec les départements, ils sont trop nombreux. Et je trouve que l'interco est quand même à un niveau qui est plus proche encore des gens et qui fait l'affaire. Le SDRIF, il est descendu directement de la région aux intercommunalités et la mise en œuvre, elle a été assez fluide, elle s'est bien passée. Donc je pense qu'on arriverait à travailler directement entre la région et les intercos. Le griffe, Le schéma directeur de la région Île-de-France. Bon, merci pour vos commentaires. Bon, il reste une dernière question. Est-ce qu'on la prend ou pas, Patrice? Oui? Ah, mais Non? moi, Ok, donc on peut peut-être prendre une dernière question quand même. Il reste que celle-là en fait. Est-ce que certains groupes de travail avec les citoyens allaient jusqu'à la quasi-décision? Ben oui, faut accepter euh, alors, une des leçons aussi, c'est que pourquoi ça prend du temps, la co-construction, c'est que, et ça, les conventions citoyennes l'ont bien vu et l'ont bien géré. Parce que je connais les associations qui ont formé les participants aux conventions citoyennes, c'est-à-dire que pour débattre d'une manière pertinente et co-construire quelque chose, il y a quand même un minimum d'informations qu'il faut maîtriser. Et donc, on l'a fait aussi au ministère du Travail quand on demandait à des chômeurs d'évaluer les projets d'insertion qui étaient soumis, qui étaient candidats aux subventions. Il fallait, avant de les faire auditionner, enfin de leur donner un rôle d'experts sur les projets, il fallait les former sur qu'est-ce qu'on attendait d'eux. Et donc, avant de faire de la concertation, il faut quand même transmettre un certain nombre d'informations. C'est-à-dire qu'une liaison douce, une voie 20, par exemple, il y a des règles qui existent sur les modes de circulation, sur les vélos à contresens, sur les priorités respectives, etc. Enfin bon, donc, il faut déjà donner les billes aux gens pour qu'ils soient capables de travailler. Et après, il faut pas arriver. Nous, sur les projets de voies piétonnes, de voies douces, on est arrivé avec un fond de plan sur lequel il n'y avait aucun projet. Et donc, on avait fait des ateliers, ils avaient chacun des tables, des feutres et tout, et ils dessinaient chacun leur projet. Et c'est à partir de ça qu'on a, par étapes successives, on a fait un avant-projet. Et l'avant-projet, on l'a resoumis aux habitants. Et moi, j'avais fait une analyse technique que je pense toujours être la bonne sur la mise en sens unique de la voirie. Bah, il s'est dégagé une majorité assez large pour l'autre sens. Eh ben, j'ai remballé mon projet et j'ai refait un projet avec le sens qui avait été choisi. Donc il faut accepter comme règle du jeu que bah, tant que les gens respectent la fonctionnalité des choses et tout, bah, tout ce qui peut être débattu et sur lesquels le choix peut s'exprimer, et il faut respecter le choix démocratique et majoritaire. ensuite que ce pouvoir d'agir peut être euh, effectué d'une manière démocratique, vraiment démocratique, exemplairement démocratique et fraternelle, donc créer de la confiance. Et ensuite que nous avions besoin de revoir quand même l'enchevêtrement des structures françaises sur lesquelles nous pleurons depuis de nombreuses années. Et là, je mets en garde contre les décisions rapides. Ce genre de choses, il faut le travailler pendant 2, 3 ans pour savoir ce qu'il faut faire, comment redistribuer les compétences. Sinon, c'est pas sérieux. Soit on le fait pas, soit on fait mal. Voilà. Et puis enfin, tu as posé une question auquel je n'avais pas tellement pensé, c'est qu'au fond, les, les maires de villes suffisamment importantes ne sont peut-être pas assez rémunérés. Et donc, leur donner une rémunération plus forte, surtout s'ils ne font que ça, quitte à ce qu'elle ne soit pas cumulable avec les indemnités de vice-présidence qui,
qui font les vice-présidences un peu, comment dirais-je, utilisées à des fins qui ne sont pas pleinement démocratiques, ça vaut peut-être la peine d'être regardé aussi. Voilà, bien, écoutez, merci beaucoup et nous donnerons rendez-vous pour un nouveau webinaire sur ce type de sujet qui, j'espère, vous aura intéressé.